Martin Vial, peut-être, donc vous êtes pour l'instant l'ancien directeur général d'Europe Assistance, vous avez aussi dirigé la Poste, donc comme ça on voit l'expérience depuis laquelle vous parlez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en responsabilité, ce qui vous permet de parler plus librement. Dites-nous pourquoi il est important que les entreprises, et surtout les entreprises mondiales, s'investissent dans cette bataille de l'éthique. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Parler d'éthique dans le monde des affaires, c'est un peu comme vouloir parler de non-violence dans les vestiaires d'une équipe de rugby. Nous vivons quand même une crise morale au niveau mondial dans le monde des affaires qui s'est manifestée par des très grands scandales qui ont d'ailleurs un impact parfois plus important que les scandales politiques dont on se scandalise à juste titre. Mais quand on pense à Enron, quand on pense à ce qui a été pratiqué par un certain nombre d'établissements bancaires dans la crise des subprimes, quand on pense plus récemment au scandale du Libor, ou encore plus récemment au scandale de l'indice Reuters sur le marché des changes, on voit qu'il y a dans le monde des affaires un problème éthique majeur qui est amplifié en plus par le web et par la médiatisation de ces scandales. Alors moi j'ai trois convictions très simples. Quand on parle d'éthique, on parle en fait d'altruisme rationnel, je vais y revenir. Quand on parle d'éthique, on parle souvent de code éthique, de charte éthique, et je pense que en réalité l'éthique normative ou normée dans les entreprises aboutit parfois à des comportements justement non éthiques. Et si on veut dépasser cette dimension normative de l'éthique, il faut penser à l'empreinte sociale et sociétale de l'entreprise qui permet d'avoir un comportement éthique dans tout ce qu'on fait. Alors d'abord, l'éthique dans l'entreprise, c'est vraiment l'altruisme rationnel. J'ai l'honneur de faire partie du groupe Attali sur l'économie positive. Et la notion d'altruisme rationnel, on n'est pas dans un domaine moral, sans vouloir être pédant, on n'est pas là dans l'impératif catégorique kantien, c'est-à-dire que les entreprises ne pratiquent pas l'éthique par un souci moral, elles pratiquent l'éthique pour l'intérêt de l'entreprise et pour son intérêt à long terme. De ce point de vue-là, Kant disait « le marchand honnête, en général, ne rend pas la monnaie de façon juste et égale avec tous ses clients, non pas par un souci moral, mais parce que c'est son intérêt d'avoir une réputation de marchand honnête. » Donc l'éthique dans l'entreprise, et on en reparlera avec Alain Champignon, qui a une grande expérience dans ce domaine, c'est vraiment l'altruisme rationnel appliqué à une entité qui est une entité sociale au sens qu'elle fonctionne grâce à une collectivité de collaborateurs, un environnement, un éco-environnement de fournisseurs, de clients, etc. L'altruisme rationnel, il amène à normer les comportements. Et les groupes, les entreprises ont progressivement, ces 20 dernières années, mis en place des codes éthiques, des chartes éthiques, et de façon plus générale d'ailleurs, on a mis en place des normes éthiques. Et je prendrai deux exemples dans lesquels on s'aperçoit que cette bonne intention aboutit malheureusement à des résultats inverses. Depuis 1997, l'OCDE a édicté des règles sous la forme d'une convention internationale de lutte contre la corruption des agents publics dans les échanges internationaux. Et en particulier, ça vise très clairement les intermédiaires. Ces fameux intermédiaires et les commissions versées aux intermédiaires dans les grands contrats internationaux. L'OCDE donc a fixé des règles pour réduire ce champ de corruption qui est partout pour les entreprises internationales. Et en fait, le résultat, c'est que on a institué finalement une moralisation formelle des intermédiaires et du système de commissionnement. Et finalement, on a au contraire installé ce qui était souterrain ou non déclaré dans un mode on peut dire de corruption, mais qui, lui, est une corruption légalisée. Alors je ne dis pas que l'OCDE a eu tort, parce que c'est une étape de progression, mais pour l'instant, malheureusement, dans les affaires internationales,
non seulement les intermédiaires n'ont pas réduit leur rôle, mais au contraire, il a tendance à s'accroître. Je prendrai un deuxième exemple qui est ce qu'on appelle le whistleblowing, c'est-à-dire le système d'alerte sur des comportements non éthiques dans les entreprises, qui est pratiqué par beaucoup de groupes américains et qui, cette pratique s'est déversée aussi sur les groupes européens et même un petit peu asiatiques. Donc ça consiste à permettre aux employés de dénoncer des comportements non éthiques ou non compliant de dirigeants, leur environnement professionnel ou parfois même dans les relations avec les fournisseurs et les clients. Donc comportement à l'intérieur de l'entreprise et comportement par rapport à l'extérieur. J'ai eu en effet le privilège de diriger le groupe La Poste, 300 000 personnes, et ensuite un petit groupe international, Europe Assistance. Nous étions dans 33 pays avec des filiales dans chacun de ces pays. Et en tant que dirigeant, vous recevez régulièrement des lettres anonymes qui dénoncent le comportement odieux, scandaleux, malhonnête de directeurs, de cadres, de patrons de filiales. Et alors évidemment, quand vous avez une dénonciation de ce type anonyme qui concerne votre directeur général au Chili ou tel cadre en Chine, c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Parce que soit ça fait écho avec une conviction que vous avez, mais encore faut-il bien connaître l'ensemble de ces managers, soit ça induit un doute et qui peut devenir extrêmement pervers sur le fonctionnement de l'entreprise. Et la généralisation des alertes anonymes telles que pratiquées dans beaucoup d'entreprises américaines aboutit quand même à un comportement de délation qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, n'est pas un comportement éthique, parce qu'il s'agit plutôt de se débarrasser d'un chef qu'on n'aime pas ou d'un concurrent à l'intérieur de l'entreprise qu'on veut écarter. Donc on le voit, il y a là, dans la pratique normative, et je peux vous dire que les procédures d'alerte anonymes sont extrêmement normées dans ces groupes, et mon actionnaire, dans ma dernière fonction, avait mis en place ce type de code. Je peux vous dire que ça aboutit, malgré une intention louable au départ, à des comportements non éthiques. Alors, comment on fait pour surmonter ça? Et je termine par cela. Ma conviction, c'est que les entreprises ne peuvent plus produire de la richesse, faire de la création de richesse comme elles le faisaient il y a 50 ans. La création de richesse, elle s'entend à la fois, elle doit se mesurer sur le long terme, mais elle doit se comprendre sur l'ensemble de l'éco-environnement social, économique et sociétal, en particulier pour les grandes entreprises, autour d'elles. Et dès lors qu'on a en tête que, comme ça a été le cas pour l'entreprise ne peut plus externaliser ces externalités négatives sur la société, sur son environnement, comme ça a été le cas dans le domaine de l'écologie, eh bien, la conception de l'entreprise amène à un comportement éthique, je dirais, beaucoup plus sain. Tout simplement parce que si ce que vous avez en tête, c'est de laisser une empreinte sociale et sociétale positive sur le long terme, tous les actes de business que vous décidez sont aussi jugés à cette aune-là. Et je prends juste un exemple. J'avais créé chez Europe Assistance une division santé internationale qui visait à la fois à couvrir des expatriés dans le monde entier et à créer des cliniques et des structures médicales pour des grandes entreprises minières, pétrolières. Et évidemment, notre champ d'activité était l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. J'ai été confronté à un cas, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure à propos des conventions ODCE, où dans un pays, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir bâtir une clinique, il fallait créer une structure, une filiale, avec une personne qui était un intermédiaire. Il se trouve que cette personne était aussi extrêmement liée à titre personnel avec le ministre de la Santé du pays en question.
Donc tout cela était parfaitement légal, mais on voyait bien que sous le vernis légal, il y avait en fait un abus de position de cette personne. Eh bien, nous avons décidé de ne pas faire cette opération, non pas parce que ça n'était pas compliant, c'était compliant, non pas parce que ça ne correspondait pas aux conventions internationales de l'OCDE, mais parce que lorsqu'on raisonne empreinte sociale et sociétale sur le long terme, eh bien, on se dit que si le groupe Europe Assistance participait sur le long terme à finalement la contribution à ce qui relève d'une corruption déguisée, eh bien cette empreinte sociale et sociétale devenait négative. Donc on voit, pour surmonter les questionnements à la fois de compliance et d'éthique, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, dans la vie quotidienne, il faut avoir toujours en tête que l'entreprise doit pouvoir, sur le long terme, laisser créer une empreinte sociale et sociétale positive. Pour conclure, moi je dirais que, évidemment, avec la mondialisation, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que, à la fois, vous avez heureusement un mouvement éthique et qui, je dirais, qui passe à travers beaucoup de générations de dirigeants aujourd'hui et de managers dans beaucoup d'entreprises. Et en même temps, l'accélération de la mondialisation, la recherche d'enrichissement à court terme et l'accélération, en particulier en Asie ou en Amérique du Sud, de la recherche de richesse, fait que le combat pour l'éthique dans le monde des affaires n'est pas gagné. Moi, je suis très optimiste parce que je pense qu'il faut regarder précisément sur le long terme, c'est l'économie positive, et un certain nombre d'étapes ont d'ores et déjà été franchies, fort heureusement, mais c'est une vigilance permanente. Et pour terminer, je dirais que dans une entreprise, si le patron n'est pas convaincu, exemplaire là-dessus, l'entreprise risque de dériver. Merci beaucoup. Alain C'est mérité. Alain Champigneux, quelques remarques effectivement par rapport à ce qu'a dit Martin Vial. Donc premièrement, on a l'impression que c'est un peu comme pour les questions écologiques, il faut d'abord que la catastrophe arrive avant que l'entreprise ne s'engage. Donc est-ce qu'on s'engage dans l'éthique parce que soi-même on a été, son entreprise a connu un scandale éthique, et ensuite par rapport aux différentes remarques qui ont été faites, est-ce qu'il y a des normes perverses? Comment traiter les courageuses lettres anonymes de dénonciation, grande spécialité française. Et effectivement, puisque vous êtes un groupe mondial, est-ce qu'on a la même conception de l'éthique à Paris, Bombay ou Rio, et comment est-ce qu'on traite ça? Et dernier point, puisqu'il parlait de l'exemplarité du dirigeant, est-ce que Carlos Ghosn est bien impliqué à vos côtés? Bien. Alors, d'entrée de jeu, vous avez dit que M. Vial pourrait s'exprimer librement puisqu'il était maintenant plus en charge opérationnellement. Et moi, je suis encore au boulot. Je touche un salaire de Renault. Donc, bon, pour permettre que quand même l'éthique, commençant aussi par la transparence, permette un échange à peu près sain, je vais vous faire part de mon expérience dans le cadre de la création de la direction de l'éthique de Renault. Puis de temps en temps, je donnerai un avis personnel, j'essaierai de le faire savoir dans ce cas, ce qui n'impliquera pas l'entreprise que j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter devant vous. Comme ça, c'est clair. Alors, premier point, l'effet de crise. Ça a été le cas chez Renault. Ce n'est pas forcément le cas dans toute entreprise. Donc la première chose que je voudrais dire en termes de mise en œuvre d'un dispositif éthique, d'une organisation, d'une pensée, pourquoi pas éthique, dans une entreprise, moi je vais faire part de l'expérience Renault, d'un exemple Renault, mais c'est un exemple, c'est pas un modèle. Donc à chaque entreprise, sa propre vie dans le domaine. De ce point de vue, il y a des entreprises qui ont attaqué le sujet de longue date. Elles sont peu nombreuses, mais il y en a. Et pas forcément pour une prise de conscience contrainte et forcée à cause d'une cagade. Et puis d'autres qui ont été amenées à le faire. C'est un peu le cas de Renault avec une affaire malheureuse en 2011. Et qui a amené le conseil d'administration à décider de mettre en place une structure dédiée à l'éthique, avec, c'est aussi une réponse à une de vos questions, avec un principe de rattachement organisationnel très clair. Quel est-il?
la direction de l'éthique rapporte directement au président, d'une part, donc ça peut permettre, pourquoi pas, de juger de ses qualités, dans l'interpellation qu'il fait à l'éthique et dans la manière dont il reçoit les propositions que celle-ci peut lui faire. Mais pas seulement. Le conseil d'administration, dans sa grande sagesse, avait souhaité que le directeur de l'éthique rapporte également au Senior Independent Director du board, donc l'administrateur référent, ce qui a comme avantage de permettre, par ce double rattachement, l'indépendance, à mon sens, indispensable pour pouvoir mener des actions sans avoir en permanence la crainte, potentielle ou avérée, d'une pression mise par le management sur les décisions qui sont promues par ce même directeur de l'éthique. Donc voilà, pour ce premier point, une nécessité d'indépendance, ou en tout cas de liberté de ton et d'autonomie de décision que l'organisation doit prendre en compte. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que dans une autre entreprise où c'est pas comme ça, c'est pas bien. C'est le fait de Renault par rapport à son histoire. Ensuite, qu'est-ce que doit faire une direction de l'éthique? En tout cas, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a commencé par mettre en place ce qu'on a appelé le corps de doctrine. Une charte éthique, des codes de déontologie pour des métiers qu'on ne qualifie pas de à risque, mais pour lesquels l'exigence éthique est plus forte, les achats, la sécurité, l'informatique, le commerce. Et puis, un cas peut-être un peu spécifique à Renault, en tout cas à l'heure actuelle, dans les démarches que la direction de l'éthique a menées, un code de déontologie particulier pour les cadres dirigeants, qui a été remis en main propre, peut-être geste d'exemplarité de la part du président, par le président aux 150 top managers de l'entreprise. Et la première des qualités qui est énoncée dans ce code de déontologie, c'est exemplarité. Et s'ensuit derrière loyauté, diligence, vigilance, j'en passe et des meilleurs. Bon. Donc une volonté de l'entreprise d'affirmer, en commençant par le haut, un de nos anciens patrons des fabrications disait un escalier doit toujours, quand on le balaye, on doit toujours commencer par la marche la plus élevée. Donc on a retenu ce principe et on a dit il n'y aura pas d'éthique dans l'entreprise, ou en tout cas de diffusion d'un comportement de cette nature sans que ça passe par le top management. Donc le président a remis le code de déontologie à tous les top managers, les 150, en main propre, lors d'une journée où ils les avaient tous réunis, pas que pour ça. Et après, eh bien, il s'agit que ceux-ci diffusent la bonne parole. Alors la bonne parole, quand on est au niveau international, d'abord c'est pas tout le temps en français, évidemment, et d'autre part, ça doit s'adapter aux conditions locales. Et typiquement, comme on est dans plein de pays, et que c'est le niveau pays, c'est le niveau de granularité le plus petit, mais le seul qui existe en termes de loi et règlement, il faut bien sûr prendre en considération cette dimension. Donc, comment faire? D'abord, en repensant le corps de doctrine, donc la charte éthique de l'entreprise, et en l'allégeant de tout ce qui pourrait être spécifique à une législation. Bon, la tendance, on est une entreprise française, Renault, donc la tendance jacobine pourrait être de faire un peu de franco-français. On a essayé de se sortir de cela en énonçant des valeurs qui puissent être, alors c'est peut-être encore un défaut français, universelles, c'est-à-dire uniformément partagées. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer ça. Quand on construit une usine, entre autres, on se préoccupe des évacuations de fumée. Parce que quand on fait de la soudure, par exemple, on émet des fumées nocives qu'il faut aspirer pour que ce ne soient pas les poumons des ouvriers qui en bénéficient. Et il y a des normes. Eh bien, en termes de loi et règlement, la norme en France peut très bien être différente de la norme en Russie ou au Maroc. Et peut-être est-elle moindre, peut-être, je ne sais pas, en Russie ou au Maroc qu'elle n'est en France. La décision d'entreprise, exprimée au travers de valeurs universelles, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un poumon roumain, un poumon russe, un poumon marocain, un poumon indien et un poumon français. Donc, même si ça coûte un peu plus cher, forcément, eh bien, on a mis les mêmes niveaux d'aspiration dans quelque usine du groupe que ce soit. Voilà ce qu'on a à gérer. Donc il faut que la charte éthique, elle soit
finalement assez light, et portant des vertus cardinales dans lesquelles tout le monde puisse se reconnaître. Ensuite, il faut les décliner localement. On a notre norme horaire qui nous rattrape. Donc, non, c'est dépassé de 2 minutes. Donc c'est dépassé. Si vous avez un petit mot de conclusion, c'est parfait. La conclusion, c'est que en termes d'éthique, maintenant, toutes les entreprises sont obligées de s'y mettre, tout simplement. Elles ont été obligées de se mettre à la gouvernance après les affaires Enron que vous avez citées. Elles ont été obligées de se mettre à la qualité après la guerre. Elles sont obligées aujourd'hui de se mettre à l'éthique parce que c'est devenu un sujet. Et de quelque manière qu'on décline ça, de toute façon, il faut qu'on s'y mette et il faut qu'on fasse de notre mieux. Merci beaucoup.